don't run, the chief don't, no, the chief don't. Bonsoir et bienvenue, Emmanuel Trumer avec nous de CNews. Bonsoir et bienvenue à toi Emmanuel. Je te laisse te présenter à nos auditeurs. Qui es-tu et Salut Béchir, salut tout le monde. Salut Loïc, salut Clément. Je m'appelle Emmanuel Trumer, j'ai 26 ans. Je suis journaliste foot, j'ai fait une école de journalisme après le lycée, l'IEJ Paris dans le 16e. J'ai fait un master en journalisme sport. Je me suis ensuite dirigé vers RMC pour un premier stage. Ensuite, j'ai eu la chance de bosser à France Foot pour l'Euro 2016. Et ensuite, j'ai bossé à Canal+ cette saison pour la Ligue 1 avec Pierre Ménès, que j'ai suivi dans l'émission 19h30 PM. Et j'ai pu faire aussi les plateaux de 20h foot avec Pascal Pro et Julien Pasquet. Et voilà, jusqu'au mondial de cette année. Donc voilà, vous avez à peu près mon parcours. Bienvenue à toi en tout cas. J'aimerais ton avis, toi qui as suivi la Coupe du Monde sur CNews. Est-ce que tu es ravi, on va dire, du spectacle, des matchs, etc. Alors, il y a un peu à boire et à manger pour l'instant. Il y a eu des bons matchs. On a vu notamment un premier Espagne-Portugal qui a enchanté tout le monde. Après, il faut dire aussi qu'on n'a pas eu que des bons matchs. Il y a aussi eu des matchs plus compliqués avec des blocs plus défensifs. Mais en même temps, c'est une Coupe du Monde. Donc, moi, ça me dérange pas de voir des matchs plus compliqués comme ça avec des équipes qui jouent avec leurs arguments. Ça m'embête pas. Donc, moi, ouais, je suis très content de ce premier tour. Avec une énorme surprise quand même, cette équipe allemande qui est sortie dernière de son groupe. Honnêtement, on va en parler, je pense, dans le détail. Mais oui, sinon, globalement, plutôt satisfait de ce que j'ai vu des phases de groupe, avec quelques déceptions, quelques bonnes surprises. Mais globalement, je suis content de ce premier tour de Coupe du Monde. Oui. Emmanuel, je vais rentrer dans le vif du sujet. Il y a une déception. Il y a une des déceptions de ce début de mondial, pour moi, c'est l'équipe de France. Alors, ok, on est qualifié. Ouais. Mais dans le jeu, pour moi, on est une des équipes les plus désagréables à regarder. Qu'est-ce que tu en penses, toi? Pour moi, en fait, on n'a pas d'idée de jeu. L'équipe de France n'a pas de fond de jeu. Est-ce que tu es d'accord avec ça? Je l'entends très bien. Et quand on regarde les matchs, on peut pas être aveugle. On voit la même chose, c'est-à-dire une équipe de France qui a du mal à se créer des situations, une équipe de France qui a du mal à créer du jeu. Mais en même temps, je suis pas surpris et en même temps, je m'attendais pas à autre chose avec cette équipe. Je savais que si on pouvait aller loin dans cette compétition, ça passait par là. C'est-à-dire que Didier Deschamps est là depuis 6 ans et depuis 6 ans, il nous a habitués à ça. Il fait du Deschamps, c'est-à-dire qu'il a préféré créer un groupe solide plutôt que des individualités. On en reparlera de l'équipe de France, mais quand il prend pas un Adrien Rabiot, par exemple, ça reste dans cette logique-là. Et on peut même pas être d'accord. Je l'entends très bien. Mais par contre, ce que je me dis, c'est que avant l'Euro 2016, j'avais peu d'espoir sur cette équipe. Alors, c'est sûr, il y avait eu d'autres contextes avant, il y avait d'autres problèmes, mais j'y croyais pas. Et il a quand même réussi à battre le champion du monde en titre allemand, à emmener cette équipe en finale. Ça n'a pas été beau du tout, mais on a été en finale et on n'a pas été ridicule du tout alors qu'on pouvait s'y attendre. Sur cette Coupe du Monde, les attentes sont beaucoup plus élevées, il le sait très bien, donc il doit aller plus loin, mais c'est pas pour autant qu'il va révolutionner son jeu, qu'il va tout de suite mettre des joueurs beaucoup plus offensifs. C'est pas Deschamps. Donc malheureusement, je m'y attendais un peu. Oui, c'est vrai que c'est une déception, mais je me dis que si on arrive au bout comme ça, eh ben dans 10, 20, 30 ans, on ne se souviendra pas de comment on a gagné cette Coupe du Monde ou comment on est allé en finale, mais qu'on y allait grâce à Deschamps. Il faut lui laisser ça. Par contre, ce que j'entends bien, c'est que si ça passe pas, là, il faudra viser. Il a été prolongé, c'était peut-être pas la bonne idée avant la Coupe du Monde. On en reparlera, mais là, avant la Coupe du Monde, je suis pas aussi pessimiste que ça. Par contre, pour toi, quelle est l'équipe la plus surprise qui pourrait vraiment créer une surprise qu'on n'attendait pas et qui a pour le moment développé du jeu ou que tu penses pouvoir aller au bout? Il y a plusieurs équipes. Il y a la Croatie qui a gagné ses 3 matchs. On l'a vu contre l'Argentine. Bon, c'était pas une immense Argentine, mais le 3-0 contre l'Argentine, quand même, ça a eu une résonance particulière. On a vu le Mexique aussi, le grosse phase de groupe. Bon, ils sont ratés sur le 3e match face à la Suède, mais ça, ils ont quand même montré sur les 2 pré-matchs, notamment face à l'Allemagne, qu'ils avaient une très bonne équipe. Donc, Croatie, Mexique, pourquoi pas, ça peut être une surprise. Et puis, les 2 outsiders
que personne n'attend jamais plus loin que les huitièmes ou les quarts, là, à savoir la Belgique et l'Angleterre. Mais cette année, ils ont l'air d'avoir vraiment déjà 2 bons coachs et en plus 2 vrais bons groupes complets. Donc pourquoi pas une des surprises. Alors peut-être pas jusqu'à la Croatie ou au Mexique, mais en tout cas la Belgique ou l'Angleterre, pourquoi pas pour gagner cette compétition. J'aimerais savoir quel joueur t'as le plus, quelle a été ta découverte en termes de joueurs. Quel joueur t'as découvert que tu connaissais pas? Alors j'avais jamais vu jouer, j'en avais entendu parler. C'est Lozano, c'est l'ailier gauche du Mexique, le numéro 22. Irving Lozano qui joue au PSV Eindhoven. Je l'avais pas vu dans son championnat, mais j'avais lu qu'il avait été décisif 28 fois en 29 matchs, donc ça m'avait quand même un peu intéressé. Et sur ces 3 matchs, honnêtement, il m'a vraiment bluffé. Ça veut dire que lui, il a 22 ans, il a peur de rien. On a souvent reproché aux joueurs offensifs de l'équipe de France de pas oser, de pas tenter. Et ben lui, pour le coup, il a tout tenté et surtout, il réussit. Il est décisif sur les 3 matchs, sur les 2 premiers matchs. Sur le troisième, il passe au travers comme toute son équipe, mais sur les 2 premiers matchs, il est décisif. Donc ouais, c'est une bonne surprise. Sinon, qu'est-ce que j'ai pu voir d'autre comme bonne surprise en équipe de France? C'est pas une surprise, mais on a vu la phase de groupe de N'Golo Kanté. Je pense que c'est le meilleur joueur de la phase de groupe. Alors lui, pour le coup, on le connaissait, mais sinon, ouais, ce Lozano du Mexique qui m'a paru vraiment, vraiment très, très bon. Et puis j'ai vu qu'il était suivi, honnêtement, à mon avis, il va pas rester longtemps au PSV Eindhoven après sa saison. Emmanuel, il y a une équipe que tu n'as pas citée. On en a parlé avec Romain Molina qui passera demain en émission avec nous. Est-ce que pour toi, l'Uruguay peut être une surprise dans ce mondial? Pour moi, je partage cette opinion. L'Uruguay, on n'en parle jamais, mais c'est une équipe complète, qui est compacte, qui a 4 vrais leaders que nous, on n'a pas, par exemple, en équipe de France. Je parlais évidemment de Jiménez, Godin, Suarez et Capri. Est-ce que l'Uruguay peut être la surprise mondiale? L'Uruguay peut être une surprise, oui, c'est une très bonne équipe. Moi, j'étais impressionné, bon, c'est pas une surprise, mais par la solidité défensive. C'est 0 but encaissé, 5 buts marqués, mais la solidité tu l'as dit, de Jiménez Godin, derrière, j'ai pas l'impression qu'il y ait une autre charnière aussi solide que ça. Peut-être la défense brésilienne sur la phase de groupe, mais enfin, ouais, l'Uruguay, c'est un vrai outsider. J'étais un peu déçu sur leur phase de groupe parce que je me disais qu'ils allaient peut-être donner un peu plus de spectacle offensif, que Cavani allait peut-être mettre un peu plus de buts, mais honnêtement, c'est pas là, de toute façon, qu'on les attendait. Il faudra les voir maintenant. Et sur la phase de groupe, ils ont été sérieux, ils font 9 points. Premier, 5 buts encaissés, 0 buts marqués. Donc, ouais, il a raison, et vous avez raison, ça peut être vraiment une équipe surprise. Le problème, c'est que là, ils vont jouer contre le Portugal, et ça va être très, très compliqué. C'est le champion d'Europe en titre, c'est Cristiano Ronaldo, mais ça va être un immense match, le Portugal-Uruguay. Moi, c'est ce que j'ai dit à un copain à moi, c'est-à-dire que je vois aucune des 2 équipes sortir. Je pense qu'elles peuvent rester 8 jours sur le terrain sans vouloir être éliminées, donc ça va être un vrai gros match. C'est une question relative à l'adversaire de l'équipe de France, l'Argentine. C'est un avis, tu vas me dire ce que tu en penses. Pour moi, ce match-là, c'était du 50-50. Ça a penché en faveur de l'Argentine 55-45. Pour une raison, c'est que leur qualification à l'arrache les a mis dans un état d'esprit où ils sont fédérés pour moi. Ils sont fédérés psychologiquement, alors que la France, ces derniers temps, ils sont plus dans un état d'esprit de pleurer après la presse, de se plaindre et tout. Est-ce que tu penses que l'état d'esprit divergent des 2 nations peut faire pencher la balance en faveur de l'Argentine? C'est sûr, c'est bien vu, ça joue parce qu'ils ont une phase de groupe très compliquée. Mais en même temps, de se qualifier comme ça à l'arrache avec le but de Marcus Rojo à 5 minutes de la fin, on a vu le délire dans les tribunes, sur le terrain, c'était du délire total. Donc oui, c'est une nouvelle compétition, donc forcément ça booste. Après, ce qu'il ne faut pas oublier non plus, c'est qu'on a vu aussi face à la Croatie, même face au Nigeria, on a vu des immenses espaces dans leur dos derrière. C'est-à-dire que leur défense, Otamendi, Mercado, Tagliafico, que moi j'ai vu sur la phase de groupe, honnêtement, elle ne me rassure pas du tout, du tout. Le problème, c'est que pour les mettre en danger, il faut attaquer, il faut créer du danger devant. Et avec ce qu'on risque d'aligner, ça peut être compliqué. Mais oui, clairement, il y a la place. Alors, ils vont être boostés. Il y a Messi. Oui, ils ont plein d'arguments. C'est une immense nation du foot. Ça reste quand même une équipe de France qui a des arguments pour les embêter. Tu disais 50-50, je suis assez d'accord avec ça. Et honnêtement, je vois même l'équipe de France, pour l'instant, en meilleure posture sur ce que j'ai vu. Sur les qualifications, déjà, ça a été très dur pour l'Argentine. Et sur ce début de mondial, ils ne sont pas passés loin de la catastrophe. Donc, honnêtement, je ne pense pas qu'il faille paniquer. C'est un grand match. Mais si les Bleus sont sérieux, surtout s'ils appuient sur les points faibles de l'Argentine avec Mascherano en sentinelle, qui n'arrive plus à relancer un ballon et surtout qui ne bouge plus, et une défense à 3 qui a beaucoup de difficultés. Alors là, apparemment, ils vont passer à 4 derrière. Ça peut les peut-être solidifier un peu, mais honnêtement, sur ce que j'ai vu sur la phase de groupe, ça m'inquiète pas plus que ça. Offensivement, évidemment, ils ont une armada, mais encore une fois, ils annoncent Di Maria, ils annoncent pas Higuaín, ils annoncent pas Dybala, donc ils n'utilisent pas tout. Donc moi, honnêtement, ils ne me font pas plus peur que ça. C'est du 50-50 et il y a des quoi jouer. J'aurais mis une équipe plutôt offensive pour les mettre en danger. A priori, on ne dirige pas vers ça, mais il y a moyen de les battre en tout cas. Avec l'élimination de l'Allemagne, est-ce que Joachim Löw peut lui être confirmé encore à son poste après le mondial? J'ai entendu.
Ouais, j'ai entendu le président de la Fédé qui expliquait qu'il fallait prendre le temps. Avec un entraîneur comme ça, je pense que c'est délicat. Il a tellement gagné. Voilà, ils peuvent pas le mettre à la porte du lendemain. Je pense que c'est à lui de voir s'il peut encore apporter à cette équipe. On a vu la faillite totale de joueurs comme Khedira, malheureusement comme Ozil, comme Thomas Müller, des joueurs sur lesquels il compte énormément. Peut-être que lui n'a plus cette envie, cette capacité de les emmener plus loin. Donc, il décidera lui-même de partir. Mais c'est délicat. C'est soit un nouveau cycle avec il y a en plus une nouvelle génération d'entraîneurs en Allemagne avec le coach de Leipzig, le coach d'Offenheim. Il faut réfléchir. Mais en même temps, Löw a tellement gagné qu'il mérite peut-être aussi, s'il se pense capable de repartir sur une nouvelle génération, c'est à voir, c'est délicat. Mais ouais, c'était une vraie surprise, c'est incroyable cette équipe d'Allemagne. Honnêtement, on me disait, vu les matchs de préparation, ils ont eu du mal face à l'Arabie Saoudite, ils n'ont pas gagné pendant 5 matchs. Ouais, mais ils ont quand même fait 10 matchs, 10 victoires en phase de qualification, ils sont champions du monde en titre. Honnêtement, je les voyais pas sortir comme ça. Et Joachim Löw non plus, puisque lui-même était totalement impuissant. Donc c'est une surprise, il n'a pas réussi à les motiver à l'instant T. Ils sont rentrés dans leur tournoi face au Mexique, et un peu en marchant, et malheureusement ils se sont fait rentrer dedans, et ça n'a pas suffi sur le reste du tournoi. Donc ouais, il peut en tirer les conséquences. Peut-être qu'il vaut mieux qu'il parte, c'est évident. C'est peut-être la fin d'une génération. Les cadres ont chuté, lui aussi. Bon c'est peut-être le temps de tourner la page et de repartir sur quelque chose, parce qu'il y a quand même un vivier exceptionnel en Allemagne. Alors on a remarqué quelque chose dans ce mondial, dans cette phase de groupe. 5 équipes africaines, les 5 éliminées. C'est incroyable. Comment on peut expliquer ça aujourd'hui, Emmanuel Trémeur? C'est super triste. Après, on connaît les raisons. C'est le manque d'infrastructures. Là, c'était flagrant sur ce mondial. Les erreurs sur les coups de pied arrêtés, sur les phases arrêtées, c'était terrible. Et le problème, c'est que ça se répète. Donc, c'est toujours les mêmes soucis. Par contre, j'ai quand même vu des équipes hyper séduisantes. J'ai vu un Nigeria hyper séduisant. J'ai vu un Sénégal hyper séduisant. J'ai vu un Maroc qui, même s'il est mal entré dans sa compétition, a posé des problèmes au Portugal et à l'Espagne. Donc, il y a quand même des bonnes choses. Mais le bilan est malheureusement hyper négatif, 0 sur 5. Ouais, je voyais mon ami Alpha Baldé du Club des 5 qui expliquait qu'avant de demander des places supplémentaires pour les Coupes du Monde, il fallait d'abord bien utiliser ça qu'on avait. C'est peut-être pas faux. Je sais pas. C'est du travail dans les fédérations, de la professionnalisation. Je sais pas. J'ai pas de solution miracle, mais en tout cas, même si certaines équipes m'ont enchanté, le bilan est pas bon, donc il faut en tirer les conséquences. Mais par contre, j'ai pas quelqu'un à pointer en particulier, parce que ce soit le Maroc d'Hervé Renard, une phase de groupe honorable. Encore une fois, le premier match face à l'Iran a été raté, mais ensuite c'était plutôt bien. Pareil, le Sénégal d'Aliou Cissé fait une phase de poule honorable, ça se joue à rien face à la Colombie le dernier match. Le Nigeria, c'est pareil face à l'Argentine. Donc il y a des bonnes choses, mais c'est l'Iran de Carlos Queiroz qui fait une phase de poule quand même avec un système défensif hallucinant qui a posé problème à tout le monde. Donc ouais, il y a des bonnes choses. La Tunisie, tu en as pensé quoi? La Tunisie, ça a été compliqué. Ils sont tombés dans le groupe peut-être le plus dur avec l'Angleterre et la Belgique. Sur le premier match face à l'Angleterre, ils leur ont posé des problèmes, mais en fait, ça a été un vrai problème défensif. Même face à l'Angleterre, ils ont concédé 7-8 occasions nettes que les Anglais n'ont pas marqué. Ils ont dû attendre la dernière seconde avec Harry Kane. Mais le problème de la Tunisie, ça a été son secteur défensif. J'ai beaucoup aimé la réaction sur le dernier match face au Panama, parce qu'ils auraient pu être un peu, te dire, le mondial est terminé, on n'a pas besoin. Mais non, ça compte toujours. Et il y a eu cette réaction avec Azri, avec Ben Youssef, donc ça c'est bien. Mais sur l'ensemble, malheureusement, on pensait peut-être qu'il y a cette équipe capable d'embêter l'Angleterre, mais ça a été injouable. Face à la Belgique, ça a été beaucoup trop compliqué. On se souvient du 5-2. Derrière, ça a été beaucoup trop dur. Et puis surtout, encore une fois, ils n'ont pas eu de chance. Ils sont tombés face à l'Angleterre d'Harry Kane qui a mis un doublé, face à la Belgique de Lukaku qui a mis un triplé ou un doublé. Donc je sais plus. Donc ça a été vraiment compliqué pour eux. Mais après, c'est pareil. Il y a aussi des bonnes choses. C'est compliqué de tomber dessus. Compliqué. Le bilan 0 sur 5 est dur. Mais en même temps, il y a des bonnes choses. Donc, je ne sais pas ce que vous en pensez, vous. Moi, ça m'attriste. Je ne sais pas trop quoi en penser, en fait. Donc, moi, je voulais aussi. On a vu les pays asiatiques arriver à la Coupe du Monde. On voit la Corée qui bat l'Allemagne. On voit le Japon se qualifier. On pense quoi des pays d'Asie qui commencent à arriver dans le foot de plus en plus? C'est bien, surtout que le Japon, j'y avais vraiment des doutes avant la compétition. Je ne sais pas si tu te souviens, il y a eu leur histoire avec leur sélectionneur Ali Lodzi qui a été remercié en avril dernier. Après les avoir qualifiés pour la Coupe du Monde, ça a été un vrai bordel. Il l'a très mal pris. D'ailleurs, il est encore en procès avec eux. Et je me suis dit, mais en fait, ils sont servis de lui pour les qualifier. Et maintenant, ils ont mis quelqu'un de la Fédé. Ça avait l'air d'être un peu ça. Bon, ça a marché quand même parce qu'ils sont qualifiés. Mais tu vois, là, sur le dernier match du Japon, ils ont quand même eu très, très chaud. Ils perdent contre la Pologne et ils font tourner en attendant que le Sénégal ne marque pas. C'était quand même très moyen. Et d'ailleurs,
En faisant ça, ils sont qualifiés au fair play au nombre de cartons. Enfin bref, un peu incompréhensible, mais après si, pour le football asiatique, c'est bien. On a vu la Corée du Sud, c'est un exploit exceptionnel contre l'Allemagne. Ça leur a servi à rien parce qu'ils sont éliminés, mais ça a été un match vraiment très très solide. Pas face à la meilleure Allemagne, c'est sûr, mais ils sont capables d'être très solides défensivement, de se projeter très vite devant, et puis ils ont des stars. On a vu Song-min en Corée, le joueur de Tottenham qu'on connaît. Au Japon, ils ont aussi leurs stars, les Kagawa, les Keisuke Honda, tout ça. Donc, il y a des choses. C'est pareil, il y a des choses. Et là, en l'occurrence, eux, ils arrivent à. Ce qui est bien, c'est qu'ils arrivent à envoyer un représentant en huitième de finale avec le Japon, avec de la chance, certes, mais ils ont un représentant en huitième, et ça, ils peuvent en être très fiers. Il y a une partie du monde qu'on n'a pas encore évoqué, c'est l'Amérique du Sud. Beaucoup de qualifiés, tous, hormis le Pérou. On sent qu'en fait, ils abordent le mondial de manière différente que la France ou l'Allemagne, par exemple. Ils abordent le mondial telle une mission, on a l'impression. Les mecs donnent tout, les pays se déplacent entiers. Ce qui ne nous manque pas ça, nous, en Europe, et notamment en France, cette culture foot, cet amour pour la Coupe du Monde qui pourrait nous pousser davantage à réaliser des exploits et aller loin. Je suis entièrement d'accord avec toi. On sent vraiment ça. Il suffit de regarder les images sur les hymnes nationaux. C'est hallucinant. Ils sont en transe pendant les hymnes. Ouais, il y a ce côté-là en Amérique du Sud. C'est une autre passion. Je sais pas, c'est le côté chaud du Sud. Ouais, moi, ça m'excite beaucoup. Et en même temps, nous, on sait qu'on a moins ce côté-là. Mais après, ça n'empêche que c'est pas un souci. Regarde là, on va affronter une nation sud-américaine, la France. On va affronter l'Argentine et on a toutes nos chances. Donc, mais c'est vrai qu'il y a autre chose. Je pense au cas de Rames Rodriguez avec la Colombie. C'est un joueur exceptionnel. C'est des joueurs qui se transforment comme Falcao. Ils ont cette faculté à se transformer, à se sublimer pour la sélection nationale. On a peut-être un peu moins ce côté-là en Europe. C'est vrai. Quoique, non, il y a des sélections où on est aussi très fiers de jouer pour la nation. Donc, c'est différent. C'est surtout sur les supporters. Je crois, je regardais le dernier match Niger-Argentine. J'avais l'impression d'être à Buenos Aires dans les tribunes. C'était une ferveur, c'est exceptionnel. C'est vrai qu'ils voient le foot, ils vivent le foot matin, midi et soir. Nous, peut-être qu'on n'a pas autant de ce côté-là, mais ça change pas grand-chose. Au final, c'est plutôt le côté supporter. Sur le jeu, on a nos armes. Je pense que avec nos armes, c'est-à-dire d'Européens face à l'Argentine en défendant comme Deschamps le veut, on peut beaucoup les embêter, donc ça sera pas un problème. Est-ce que donc, selon toi, c'est possible que la France aille éventuellement gagner cette Coupe du Monde 20 ans après ou pas? Ouais, je pense que c'est possible, Béchir, parce que pour gagner cette compétition, on l'a vu en 98, c'est peut-être plus pareil maintenant, mais c'est toujours la même idée. Il faut un bloc défensif qui soit très, très performant. C'est-à-dire qu'à partir du moment où tu ne prends pas de but, tu sais qu'à tout moment, tu vas pouvoir marquer sur un contre, sur un coup de pied arrêté. C'est tellement serré, il y a tellement de pression que ça se joue sur des détails. Sur les matchs en jeu, on va le voir, et ça va se jouer sur ça. Donc oui, bien sûr, même sans faire de jeu, même en souffrant, ils peuvent aller loin. Et d'ailleurs, c'est ce qu'on a. Attends, lui, Deschamps ne pense qu'à ça. Lui, il ne pense pas aux gens qui vont en Russie, qui payent des sommes folles pour aller voir jouer l'équipe de France. Ça l'intéresse pas. Lui, il veut ramener le trophée. Et je le comprends. S'il le fait, très bien, que ça serve à ça. Par contre, qu'on se tape, pardonnez-moi l'expression, mais des matchs comme ça, où on est 40% de possession de ballon face à une équipe comme le Pérou, eh ben oui, c'est emmerdant. Donc, par contre, il faut que ça serve à quelque chose. Il faut que cette solidité serve à pouvoir aller très loin dans la compétition. Lui en est persuadé. J'ai envie de le croire. Je crois en Deschamps. Donc, lui en est persuadé. Il pense qu'il peut aller loin comme ça. Et ben, je le suis. De toute façon, on n'a pas le choix. Il n'y a personne qui le fera changer d'avis. On a quand même vu en finale de l'Euro que ça nous a coûté pas avoir de fond de jeu parce qu'on perd sur le Portugal sur un coup où ça aurait pu tourner. Est-ce que là, la Coupe du Monde, justement, on peut vraiment arriver sans avoir aucun fond de jeu, aucune préparation? Je pense parce que c'est un fond de jeu, on l'a en fait. Notre fond de jeu, il est moche, mais on l'a. C'est le fond de jeu dans l'idée, c'est le fond de jeu de Diego Simeone avec l'Atlético Madrid, c'est-à-dire défendre dans ces 40 derniers mètres et se projeter très vite vers l'avant. On l'a vu face au Pérou. On ne veut pas du ballon, on ne veut pas créer du jeu, on ne veut pas créer des situations possibles. Tout ça, ça nous intéresse pas. On veut défendre très bas, bien défendre, récupérer les ballons et ensuite se projeter très vite. C'est l'idée de Deschamps. On peut la critiquer, on peut se dire surtout qu'avec ce qu'on a, les Lemar, les Dembélé, les Thauvin, tout ça, les Lacazette qu'on n'a pas pris, les Benzema qu'on n'a pas pris, on peut se dire qu'avec tout ça, on pourrait avoir une autre idée, avoir une idée de jeu comme l'Espagne, un style de jeu offensif, on va vouloir créer quelque chose, mais c'est pas ce qu'on a avec Didier Deschamps. Donc malheureusement, on peut pas avoir ça. Mais par contre, je pense quand même qu'on peut aller loin avec son idée de jeu, de défendre bien d'abord et ensuite de se projeter. Et si ça passe pas face à l'Argentine et qu'on coule, il faudra qu'il nous explique pourquoi est-ce qu'il n'a pas utilisé les Lemar, les Dembélé, les Thauvin, les Lacazette, les Benzema, tout ça, il faudra qu'il nous explique.
Mais avant, malheureusement, il fait 7 points, ou malheureusement, heureusement d'ailleurs, il fait 7 points. Donc, on est obligé d'attendre et de se dire, très bien. Avec son idée, on peut aller au bout, on va aller derrière lui parce que c'est notre sélectionneur. Et ensuite, on fera le point. C'est ce que je me dis. Je t'ai un peu posé la question tout à l'heure sur l'état d'esprit, mais moi j'ai l'impression que l'équipe de France est dans un état d'esprit un peu de victime. On critique la presse, on dit à la presse de pas trop critiquer, faut supporter. Ouais. Quand on voit le traitement de Neymar au Brésil, de la Mannschaft en Allemagne et tout, le traitement est beaucoup plus dur envers leur sélection. Est-ce qu'il n'y a pas un problème de mentalité en France à toujours se victimiser par le les journalistes ne disent rien en fait. T'as raison. De toute façon, les journalistes c'est toujours le problème des journalistes. Tu l'auras remarqué, dès qu'il y a un problème avec les joueurs ou les entraîneurs ou les gens, c'est normal, c'est le problème de la presse. C'est normal, on cause que des problèmes, donc c'est logique. Mais à part ça, tu verras que là, c'est maintenant qu'on va voir s'ils ont quelque chose, si ce groupe a une vraie âme. Parce que là, il n'y aura plus le temps de calculer en se disant on garde des énergies, on va pas se jeter. C'est là qu'on va voir s'il y a des hommes et surtout s'il y a des hommes qui se battent pour leur sélectionneur. Parce que c'est élimination directe. Donc ça va être simple. Si on voit la même équipe de France que sur les matchs de poule, tu as raison, ils vont sortir dramatiquement contre l'Argentine et on en parlera pendant 2 semaines de l'avenir de l'équipe de France et de Didier Deschamps. Mais je pense qu'ils peuvent se réveiller et si Deschamps les a emmenés, il se dit, eux peuvent me le rendre sur un 8e de finale en se déchirant et c'est là qu'on va voir la vraie âme de ce groupe et de ce qu'a créé Didier Deschamps depuis 2 ans. Ça va être la réponse, ça va être face à l'Argentine parce que c'est élimination directe. Soit tu sors une grosse nation et tu es lancé ensuite vers un quart de finale face au Portugal et à l'Uruguay, ou alors tu sors de manière lamentable en 8e de finale face à une Argentine qui a fait une phase de groupe catastrophique. Et là, il y aura plein de questions à se poser, évidemment. Mais avant ça, il ne faut pas le condamner, je pense, parce qu'il est capable, avec son idée, de battre cette Argentine. Pour terminer sur l'équipe de France sur le mondial, pour toi, la France peut y arriver? Oui, elle peut y arriver de manière très moche comme elle le fait, c'est-à-dire en laissant 70% de position de balle à l'Argentine, en faisant un bloc très bas, en les écœurant, en écœurant Messi, en écœurant Di Maria. Et ensuite, sur les quelques situations qu'elle va se créer, se projeter très vite avec Mbappé, Giroud, Griezmann. Et ça peut fonctionner, on verra, j'en suis persuadé. Ça va être très moche, on va souffrir, mais je pense qu'on peut y arriver parce qu'on le sait, dans une compétition comme ça, il faut d'abord bien défendre. Et puis, les Argentins vont aussi avoir les pieds qui tremblent, vont aussi avoir cette pression du match à élimination directe. Donc, il y aura 2 ou 3 coups à jouer et c'est ce que va miser Deschamps, une solidité et les 2-3 coups à jouer, voir un coup de pied arrêté pour passer en quart de finale. Pour faire la transition sur le PSG, on sait que maintenant depuis 2 mois à l'arrivée de Thomas Tuchel, t'en penses quoi déjà Thomas Tuchel? Est-ce que tu penses que ça peut fonctionner ou pas? C'est plutôt une bonne chose a priori. Moi, je suis à peu près dans le même postulat qu'avant l'arrivée d'Emery. C'est-à-dire que je suis plutôt content qu'il fasse confiance à un jeune coach à la nouvelle génération qui a des vraies idées de jeu. Par contre, le vrai souci, c'est les ramener pour quoi faire. C'est-à-dire, si c'est pour faire comme Unai Emery, le ramener, lui dire tu ne changes pas de système, tu ne changes pas de cadre et tu fais ce qu'on te dit et tu ne fais pas trop de vidéos parce que ça énerve les joueurs, dans ce cas-là, non. Tu ramènes quelqu'un qui n'a pas d'idée et à qui on va dicter les choses et ça ira très bien. Mais si c'est pour amener un entraîneur comme ça qui veut bouleverser les choses, il faut le laisser travailler. Je pense que la direction du Paris Saint-Germain a compris ce qui s'était passé avec Unai Emery et je pense qu'ils ont décidé, et je l'espère en tout cas, de laisser un peu plus de liberté à Thomas Tuchel. Et ça peut être qu'une bonne chose, parce moi, j'ai regardé un peu ce qu'il avait fait avant. Honnêtement, on peut être admiratif. Il a fait le meilleur classement de l'histoire de Mayence, il les a fait super bien jouer. Dortmund, ça a été l'équipe avec lui qui a peut-être le plus, avec Klopp, embêté le Bayern Munich. Et on sait à quel point c'est dur d'embêter le Bayern Munich en Allemagne. Donc honnêtement, moi, j'ai confiance. Mais il faut qu'il puisse travailler, qu'il puisse imposer ses idées, qu'il puisse changer de système s'il a envie. On en reparlera sur les joueurs. Il y a un cadre qui est parti et ça aidera peut-être un Thiago Motta qui était entraîneur adjoint cette année, qui sera plus dans le vestiaire, ça peut aider. Mais il faut qu'il puisse avoir les mains libres. Donc c'est délicat. Mais oui, je suis content. C'est une bonne nouvelle son arrivée. Justement, pour revenir sur Motta, on sait qu'il y a des cadres qui vont partir. Motta qui est parti, peut-être d'autres comme Thiago Silva, comme Cavani. Est-ce qu'on peut vraiment remplacer ces cadres-là dans l'équipe aujourd'hui? Thiago Motta, en tout cas, il faut le remplacer. Il cherche une sentinelle. C'est pour ça qu'il parle beaucoup de Kanté. Ça, c'est clair que c'est un poste ultra important. Il y a d'autres leaders. Lui, c'est un vrai leader aussi dans la parole, pas que sur le jeu. Il y en a d'autres. Ils ont recruté un Daniel Alves pour ça, un Neymar pour ça, un Thiago Silva, je pense qu'il va rester pour ça. Tu as évoqué Cavani pour le coup, et je ne sais pas si Romain vous en a parlé, mais a priori, sa situation est quand même beaucoup plus compliquée à lui. Mais ça, on en reparlera. Mais en tout cas, oui, il y a quand même des cadres. Et c'est vrai qu'il faut remplacer Motta. C'est une sentinelle, ça se remplace. Il y a Lassana Diarra, mais qui a été très peu utilisé, donc il risque de rester comme une solution de doublure. Donc oui, il faut
un 6 titulaire et les cadres, a priori, ils sont quand même là. Je pense pas que Thomas Tuchel va faire une révolution dans le vestiaire. Je pense surtout que de toute façon, avec le fair play financier, il peut pas. S'ils veulent acheter des joueurs comme Kanté, il faut vendre avant. Donc, il peut pas faire une révolution. Je pense surtout qu'il a envie de reprendre la main sur le vestiaire, d'imposer ses idées et de faire comprendre aux cadres qu'il peut les faire progresser, ce qu'il n'a pas réussi à faire Emery, en fait. Il n'a pas réussi à faire comprendre à ces cadres-là trop protégés, je pense à un Mota, un Silva, et ben que s'ils l'écoutaient, s'ils travaillaient peut-être un peu plus, ils auraient pu passer ce cap-là. Ça n'a pas fonctionné, il n'a pas réussi. Il faut que Thomas Tuchel y arrive, et franchement, je pense qu'il peut y arriver. Je vais te faire un exercice, désolé. Si demain tu es directeur sportif du PSG et que tu as 2 joueurs à recruter, 2 joueurs pour enrichir l'effectif actuel, tu prends qui? Il faut prendre un 6, absolument. Discussion avec N'Golo Kanté, je pense que c'est un très très bon choix. On l'a vu là surtout dans son nouveau rôle avec l'équipe de France, uniquement de 6 récupérateurs. Je pense que c'est ce qu'il faut au PSG, parce que sur la première relance, il y aura d'autres joueurs, il y aura un Verratti, il y aura peut-être un Rabiot à côté de lui, mais en tout cas, il y aura d'autres joueurs qui s'occupent de ça. Mais je pense qu'il faut un gratteur de ballon, donc un Kanté, c'est parfait. Par contre, un Kanté, ça coûte cher, donc il faudra voir comment on peut le faire, mais un Kanté et un latéral gauche, parce que cette année, ça a été très compliqué. Le problème du PSG, c'est qu'ils ont un bon latéral gauche sur la personne de Layvin Kurzawa, mais il a disparu depuis qu'il est arrivé au Paris Saint-Germain. C'est plus le même Kurzawa. Je pense qu'il a envoyé son frère, ou je sais pas. Il a mal géré son transfert, et donc malheureusement, le PSG a un problème à ce poste-là. Donc un défenseur gauche, j'ai entendu que Berchiche allait être vendu. Je pense que c'est une bonne idée parce que c'est une bonne doublure, mais c'est pas un potentiel titulaire dans ce PSG-là. Et je prendrai je pense que ça va être Guerreiro, parce que Tuchel l'aime beaucoup et qu'il est à un prix abordable après sa blessure. Moi, j'aurais préféré un Alexandro qui pour moi est un niveau au-dessus, peut-être plus cher aussi, mais un niveau au-dessus. Et en tout cas, en plus brésilien, donc dans l'effectif, ça aurait pas fait de problème. Mais on se dirige plutôt vers un Guerreiro après. Et je voulais revenir sur les droits télé de la Ligue 1. On sait que Canal va partir à partir de 2020. Comment on réagit pour les gens, surtout comme vous, qui travaillez pour le groupe Canal, de cette disparition du média numéro 1 du foot avant? C'est pour 2020, donc là je suis plus pour travailler Canal cet été, donc eux je pense qu'ils vont essayer de récupérer des matchs pour 2020, parce que c'est vrai que ça a été un séisme, quoi. C'est le diffuseur du foot français depuis toujours, donc c'était compliqué. Et puis après s'ils ont pas ça, honnêtement je sais pas comment ils feront, ils auront plus. Ils pourront même plus faire l'émission du dimanche soir. Honnêtement, je ne sais pas comment ils vont faire, mais après, voilà, c'est les aléas du foot. Et surtout, moi, je pense que c'est plutôt une bonne chose pour le foot français, parce que pour les clubs, je parle plus de droits, je parle pour les clubs, parce que les droits sont beaucoup plus importants et forcément, ça va retomber dans les caisses des clubs. On le sait, on a vu Jean-Michel Aulas à la sortie de la réunion qui téléphonait à toute sa famille en expliquant qu'elle a gagné au loto. C'est un peu ça, ça va retomber dans leur caisse, ils vont pouvoir le réinvestir. Donc, moi, je suis plutôt content quand il y a de l'argent investi dans la Ligue 1. Très content que les Espagnols aiment la Ligue 1 au point d'en mettre 1,2 milliard. C'est tant mieux. Honnêtement, voilà. Et surtout, ce que j'espère, c'est que cet argent servira à des clubs peut-être du milieu de tableau. Je peux penser à des clubs comme Saint-Étienne, comme Bordeaux, à ces clubs-là, de passer à un autre projet, d'investir plus, parce qu'on l'a vu, il n'y a pas de miracle. La formation, ça fonctionne, mais il faut aussi aller chercher des joueurs, il faut aussi aller chercher des entraîneurs, et voilà, il faut de l'argent, quoi. Donc c'est plutôt une bonne chose, cette histoire de droit pour la Ligue 1. Pour Canal+, malheureusement, je sais pas comment ils vont se débrouiller, je suis pas dans le secret des grands patrons. Alors, info mercato importante, l'année prochaine, tu ne seras pas sur Canal. C'est a priori non, Et direction une autre chaîne. La période de mercato, c'est pour les joueurs et pour les journalistes, donc on est en train de... c'est très important aussi. Et c'est vers une chaîne de sport aussi, ou une radio? Ah oui, de toute façon. Sans trop rentrer dans les détails. Quoi qu'il arrive, je resterai dans le foot. Et puis, je vais pas m'en cacher, il y a un groupe que j'aime énormément, j'ai bossé avec France Foot. C'est d'ailleurs là-bas où j'ai rencontré un journaliste aujourd'hui qui m'a beaucoup aidé, que j'aime beaucoup, qui est devenu un ami, qui s'appelle Nabil Djellit. Et j'aimerais beaucoup retourner dans le groupe L'équipe, mais ça, on verra plus tard. S'il y a possibilité un jour, ça on verra. D'accord. En tout cas, Emmanuel Trumer, merci beaucoup pour cette interview. Merci beaucoup les amis. Merci beaucoup.